intervenants, honorables invités, chers amis de la presse, bonsoir. Je suis Sosthène Lebella, le président de la plateforme Pilux. Je vous salue premièrement et un grand merci à vous de vous joindre à cette nouvelle table ronde qui revient sur un moment marquant de notre histoire récente. Le référendum qui s'est tenu voici 10 ans sur le droit de vote aux élections législatives pour les étrangers vivant au Luxembourg. En 2015, cette question avait mobilisé une large part de la société et le résultat a été le refus d'un élargissement de ce droit. Qu'ont été pour ou contre à l'époque, ce résultat a laissé une trace profonde et continue encore à nourrir les réflexions collectives. Ce référendum a par ailleurs marqué la vie politique et les débats sur l'inclusion au Luxembourg. C'est ce qui justifie le Pilux reprenne cette question ce soir pour y faire un retour critique et participatif sur les raisons de ce refus et ses conséquences. Revenons rapidement en juin 2015. Il se déroulait dans le cadre de la révision de la Constitution, ce référendum. Il comportait 3 questions sur lesquelles le gouvernement et sa majorité parlementaire avaient décidé de laisser trancher les Luxembourgeois. La participation a été très élevée, plus de 86%. Les questions portaient sur baisser l'âge du droit de vote à 16 ans. Proposition rejetée à 80%. Limiter à 10 ans le mandat ministériel. Proposition rejetée à 69%. Et enfin, la question qui va nous occuper ce soir, l'extension du droit de vote aux élections législatives pour les résidents étrangers. Là, le vote était aussi repoussé, donc ça a été alors rejeté à 78%. Même avec le soutien du gouvernement et de plusieurs partis favorables à cette ouverture démocratique, un fort soutien des syndicats et des nombreuses associations de la société civile, la population luxembourgeoise avait exprimé à une très large majorité des réserves vis-à-vis de l'extension des droits politiques aux étrangers. Pour autant, près de la moitié des habitants du pays sont de nationalité étrangère, mais seuls les Luxembourgeois votaient à ce scrutin. 10 ans plus tard, il nous a paru important de revenir sur cet épisode, de se retrouver pour en parler ensemble, non pas pour le rejuger ou pour raviver les divisions, mais pour mieux comprendre ce qui s'était déroulé. Le Luxembourg est une société riche de culture, de langues, d'expériences venues du monde entier. Cette réalité est une force, mais elle soulève aussi des questions sur la participation, la reconnaissance et le sentiment d'appartenance. Nos discussions de ce soir se veulent un espace de dialogue et de prospective. Comment avons-nous évolué depuis? Que nous disent ces débats passés sur la cohésion nationale, sur la reconnaissance des étrangers qui participent à la vie économique, sociale et culturelle du pays?
et que pouvons-nous apprendre de cette expérience pour renforcer notre démocratie à l'avenir. Je vous invite donc à partager vos analyses, vos témoignages, vos visions dans un esprit constructif et respectueux afin que cette soirée contribue à enrichir notre compréhension commune de ce moment charnière. Ce soir, nous allons échanger dans un esprit d'ouverture et d'écoute et de dialogue. L'objectif est de regarder le chemin parcouru, de partager nos points de vue et d'imaginer comment continuer à construire ensemble un avenir commun où chacun se sente pleinement partie prenante de notre société. Je voulais dire un grand merci pour l'œuvre nationale de Grand-Duchesse Charlotte qui nous octroie des subsides. Un grand merci aussi pour la Chambre des salariés pour son soutien et sa collaboration avec le PULUX. Un grand merci aussi pour l'OGBEL pour son soutien et son encouragement. Je vous rappelle que nos discussions de ce soir sont enregistrées et vous pouvez également sur notre plateforme PULUX, sur notre YouTube, alors poursuivre et regarder également ce débat de ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une discussion respectueuse et inspirante. Sans plus tarder, je vais donner le micro à M. Franco Barilozzi, membre fondateur de la plateforme PULUX, qui va assurer la modération de ce débat. Vive le PULUX! Merci Sosthène. Merci Sosthène et merci au public pour être venu ce soir en parlant un peu les activités. Et merci aux intervenants pour l'être également. Nous avons ce soir un panel d'intervenants très représentatif de la société civile et politique luxembourgeoise. Donc je vais brièvement le présenter. Alex Baudry, à ma droite, donc, membre du Parti socialiste, qui est donc avocat, une très longue carrière politique, puisqu'il a été conseiller communal, échevin, bourgmestre, plus de temps, député pendant de nombreuses législatives, pendant de nombreuses législations, et maintenant donc vice-président du Conseil d'État, organe très important au Luxembourg. À ma gauche de la Finesse, donc un peu plus jeune que son carrière politique, mais qui est enseignante, qui était bourgmestre de Val-la-Tour, et depuis 18, membre du Parlement européen. Vous êtes à votre seconde législature. Nous avons à gauche David Wagner, qui est membre de DN, journaliste, membre du conseil communal de Luxembourg-Ville, et pour son deuxième mandat, a été élu troisième mandat pour la Chambre des députés. Et à ma droite, Maurice Bauer, qui est membre du CSV, Parti unitaire social, secrétaire général de Luxembourg, conseil communal, puis échevin Luxembourg-Ville, et depuis octobre 2023, donc tu es également membre de la Chambre des députés. Barbara Agostino, membre de gauche, avec qui j'ai un point commun, puisque nos familles sont originaires d'un point d'Italie, province de Pesa, Roma-Marche, très belle région, du conseil de la visiter. Il a été institutrice, sportive de succès dans différentes disciplines, entrepreneuse de succès également, et vous êtes conseillère communale à Pétange, et depuis 2023, vous êtes également député pour le Parti démocratique de DP. Ah oui, j'ai oublié Serge. Tu n'as pas oublié, tu vas laisser pour la fin. Voilà. Serge, qui est directeur politique de la STIR, juriste de formation, mais que j'ai connu en tant que journaliste à Radio Latina, qui a été chef de rédaction de Radio Latina. Après, depuis 2012,
qui est responsable politique à l'ESTI et directeur politique depuis 2022. Voilà, la présentation étant faite. On va passer directement au contexte. Donc, Sosten, on a parlé en introduction, elle sera très rapide. Il faut voir que le référendum de 2015 qui a été convoqué par le gouvernement en février 2015 s'inscrivait aussi dans une période un peu particulière, puisqu'en 2013 on avait eu les élections législatives, il y a eu une petite révolution au Luxembourg, parce que le CSPA, parti dominant pendant des décennies au Luxembourg, mis à l'opposition par les électeurs, et la coalition s'est formée, désormais donc composée de le Parti démocratique, les Verts et le Parti socialiste, avec comme Premier ministre Xavier Bettel. Je voudrais aussi rendre hommage, si vous permettez, à un ministre de l'époque qui s'est beaucoup battu pour élargir la participation politique, c'était Félix Bras, qui malheureusement a dû laisser la carrière politique beaucoup trop tôt, donc en 2019, suite à un grave problème de santé. Et Félix était également le père de la réforme de la loi sur la nationalité, qui s'est, je crois que c'était en 2017, qui a élargi un peu les possibilités d'accès à cette opportunité de devenir luxembourgeois tout en gardant la nationalité d'origine. Donc, référendum convoqué en février 2015. Comme Sosten disait, ça s'inscrivait également dans la réforme de la Constitution qui était en gestation depuis au moins une décennie, si je ne me trompe pas, et qui a abouti il y a quelques temps. Et Sosten a parlé des questions, a donné un peu les réponses qui sont venues par les électeurs. Cela implique, et je crois que ça mérite de réflexion, que les électeurs luxembourgeois à l'époque, même ceux qui étaient membres qui soutenaient le parti au gouvernement, ont rejeté de manière assez importante cette question de participation. Alors que le référendum était consultatif, ce n'est pas décisionnaire, mais bien évidemment on en tient compte. Il faut le faire plus souvent le référendum. C'est un moyen d'expression de participation sur des questions importantes qui ont lieu dans notre pays. Par rapport à ce référendum, la société civile s'est positionnée de manière différente. Donc, Sosten disait qu'il y a différentes organisations qui ont été actives pour ou contre. À l'époque, j'étais directeur du CLA et mon organisation avait décidé de se garder au retrait pour laisser faire le travail, surtout aux partis politiques. À l'ASTI, vous aviez décidé autrement, donc, et c'est dans la nature de l'ASTI, et je crois que c'était bien. Et vous êtes beaucoup intervenus pendant les quelques mois qu'a duré cette période de formation, d'information des citoyens. Bon, les résultats ont été là. Donc, ces propositions du gouvernement ont été rejetées par une grande partie des électeurs. Et là, j'en arrive à la question, en fait, et je commencerai par mon voisin de droite, Alex Podrick, certainement celui qui a le plus d'expérience parmi nous tous de la vie politique du pays. Quelles ont été, enfin, en quelque sorte, les conclusions que vous avez tirées de vos partis politiques, puisque la question s'adresse à tout le monde. Quelles ont été les conclusions que vous avez tirées? Merci. Donc, je suis vice-président du Conseil d'État, je ne représente pas le Conseil d'État ici. Oui, bon, pour mon parti, c'était effectivement un échec et un choc en même temps. Un échec dans la mesure où cette idée du droit de vote pour les non-luxembourgeois au niveau national, c'était une idée qui était déjà portée depuis certaines années, pas par mon parti, pas pour la première fois en 2013, mais déjà avant, on l'avait inscrit dans notre programme électoral. Et on était un peu également à la source de cette idée de soumettre des questions sur la Constitution qui était controversée, où il y avait en fait une majorité politique pour le faire, mais il n'y avait pas de majorité des 2 tiers qualifiés pour le faire. On était bloqué sur certains points.
Et l'idée, c'est qu'en fait, au lieu de présenter en fait un projet d'ensemble complexe par référendum aux gens où ils peuvent seulement dire oui ou non, de les demander encore auparavant, avant de ficeler le texte, définitivement, de lui demander leur opinion sur certaines questions. Et une de ces questions, c'était 4 questions au début, finalement, puisqu'il y a eu cet accord avec l'Église catholique, également sur le changement de la Constitution, que finalement, ce sont 3 questions qui sont restées, dont celle du droit de vote pour nos luxembourgeois, sous certaines conditions, résidence de 10 ans, plus d'avoir déjà participé aux élections municipales. Donc, peut-être que ça c'est déjà trop complexe, et c'était facultatif, donc c'était pas une obligation, c'est pas un vote obligatoire. On a mis toutes ces questions dans une seule phrase, c'est un référendum, donc on ne peut pas faire un long récit, et finalement, donc, alors que les débuts étaient assez prometteurs. Les premiers sondages, puisqu'on a maintenant l'ASPI a lancé un nouveau sondage sur cette question qui semble être parfaite, hein, pour ceux qui sont pour ce droit de vote, mais je me rappelle qu'au début, à quelques mois du référendum, il y avait un résultat qui était positif. Pas une grande majorité, mais c'était en fait une majorité de sondés disait oui, on est pour ce droit de vote. Et au fil de la campagne, la mobilisation également des noms sur cette question-là, des questions de souveraineté, de langue luxembourgeoise, etc. Tout a été un peu mêlé. Ça fait qu'il y a eu donc des résultats assez affligeants, à mon avis. Moi, je pensais toujours que c'était difficile, c'est une question difficile. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, il y a très peu de pays au monde qui accordent le droit de vote à des non-nationaux pour des élections nationales. Donc c'est extrêmement rare. Traditionnellement, il y a toujours un lien entre la nationalité et le droit de vote pour les élections au Parlement. Bon. Mais Luxembourg est une situation particulière, donc pour des raisons de principe, à mon avis, il est essentiel d'avoir cet élargissement. Mais il est vrai aussi que on a déjà eu confirmation d'une tendance qui se voyait dans d'autres référendums. Il faut toucher également les gens par les sentiments. Il faut arriver aux gens et pas seulement faire appel à des questions de principe, à des raisonnements intellectuels, mais il faut réussir à les toucher sentimentalement. Ce que le non a réussi, je ne dis pas quels sentiments ont été touchés, mais ce que le oui n'a pas réussi à faire, puisqu'il est resté dans une position plus de principe, la démocratie, si une minorité décide sur une majorité, on n'est plus véritablement dans une démocratie, etc. Ça a convaincu peut-être 20% à peine de l'électorat, mais ça ne convainc pas. Deuxième chose, c'est que nous devons tous constater que c'est même les partis, l'électorat des partis, qui ont supporté cette idée dès le début. Ça allait au-delà de la majorité gouvernementale de l'époque, puisqu'il y a une partie de l'opposition a également soutenu cette idée. Les sondages post-électoraux semblent indiquer que même dans ces partis-là, notamment le Parti Socialiste, apparemment également la gauche, c'était plutôt 50-50 dans leur propre électorat. Et ça, c'est un deuxième choix, franchement, qu'en fait, on croyait porter une idée qui n'était en fait pas soutenue par une grande majorité au sein de son propre électorat. Donc, il s'y ajoute que le gouvernement à l'époque avait une mauvaise cote. Finalement, la coalition a gagné les élections par après, mais c'était 3 années plus tard. À l'époque, les sondages étaient très mauvais pour le gouvernement en place, puisqu'il y avait une frange de l'électorat qui avait mal supporté que le plus grand parti, les Juncker, soit éliminé en fait du gouvernement, et ça a eu également une répercussion sur ces élections. Donc, tout cet environnement-là faisait qu'on a eu le résultat
qu'on avait. Pour mon parti, je vais finir sur ça. La première donc conclusion, c'était en fait de laisser un peu le dossier se reposer. Donc ce qui fait qu'en 2018, on ne parlait plus du droit de vote des étrangers pour les élections nationales. On l'a repris maintenant aux dernières élections. Pour la première fois, réapparaît en fait l'idée d'un débat sur support à cette idée de l'élargissement du droit de vote pour non-luxembourgeois. Mais bien sûr, il faut essayer de convaincre davantage de personnes. Et sinon, le résultat risque d'être parfaitement le même, puisque disons, l'environnement n'a pas tellement changé. Même je dirais que les idées d'extrême droite ont plutôt, même au Luxembourg, avancé par rapport à ce qui se faisait en terre 10 ans. Donc ça devient un sujet encore plus complexe qu'il ne l'était déjà auparavant. Ce qu'on a tout de même réussi à faire, il faut le dire, puisque le TSV qui disent non, on est contre cet élargissement du droit de vote, mais on est d'accord pour avancer dans la législation sur la nationalité. Tout notre effort a été fait pour faire que le TSV respecte son engagement. Ce n'était pas si facile. Je connais des voix à l'époque, parce que j'ai discuté beaucoup avec les gens du TSV, j'étais président du groupe, notre groupe à ce moment-là. Il faut dire que Claude Wiesler, c'était certainement à l'époque la personne qui a dit non, on va respecter notre engagement. Et il y avait des gens relativement importants au TSV qui ne voulaient plus rien savoir d'un assouplissement des conditions pour devenir luxembourgeois. Finalement, Félix Prats a soumis cette loi, elle est passée au Parlement et on a tout de même réussi à assouplir en fait les conditions, alors qu'une réforme précédente avait renforcé les conditions. C'est toujours un peu un va-et-vient en ces matières-là, puisqu'en fait on a descendu de 7 ans à 5 ans pour les conditions de résidence, et surtout, même le plus important, on a introduit pour la première fois des éléments de droit du sol dans notre législation sur la nationalité. Moi, c'est un pas très important en fait. Et finalement, donc, on s'est constaté sur ce point-là, et voilà. Merci Alex. Je vais passer la parole à Kili Metz, donc mon voisin de gauche. À l'époque, je suis membre du Parti des Verts, Oui. qui faisait partie de la majorité gouvernementale à l'époque. Oui, donc les conclusions, donc la question était quelles étaient vraiment les conclusions face à cet échec. Moi je dois dire, dans ce temps-là, j'étais aussi sous le choc au départ. Et puis évidemment, on respecte, hein, il y avait une telle majorité, le vote était tellement clair, évidemment, on ne peut que respecter alors ce qui a été décidé lors de ce référendum. Mais bien sûr, on s'est interrogé. Où est-ce qu'on a été défaillant? Qu'est-ce qu'on a peut-être raté à faire? Il faut dire qu'il y avait, en ce temps-là, même s'il y avait des associations comme l'ASTI qui ont sensibilisé, etc., il y avait peu de débats publics structurés. Bon, il y avait peut-être... oui, je pense aussi que parmi les citoyens et les citoyennes, il y avait aussi peut-être... quelques malentendus. Beaucoup ne savaient pas de ces conditions, parce que c'est quand même pas rien de devoir rester 10 ans, d'habiter 10 ans dans le pays, d'avoir déjà participé à des élections communales, donc il y avait bien des conditions. Je ne sais pas si tout le monde était si conscient de ces conditions, et puis il faut le mettre dans le contexte de 2015. 2015, rappelez-vous, c'était le fameux, moi j'aime pas le terme, la fameuse crise migratoire. Moi je préfère le terme de défi migratoire tout au plus. C'était wir schaffen das. Et donc il y avait aussi cette peur peut-être par certaines et certains, on ne va plus pouvoir décider ce qui se passe chez nous, etc. Il y avait des angoisses souvent, moi de formation je suis psychologue, souvent à la base, il y a des peurs un peu irrationnelles aussi. Donc il y avait peut-être une espèce de peur de tous ces changements, de peur de perdre son identité nationale. Donc on a fait un tas, bien sûr, d'hypothèses pourquoi ça tournait à tel point au vinaigre, si je peux le dire. Et il faut le dire, il y avait quand même
le parti d'opposition, le plus grand parti du Luxembourg, a mené une campagne du non. Donc là aussi, donc, les circonstances, le contexte général était très très difficile. Donc, et je voulais le citer aussi, Félix Fraas, il a eu la force vraiment d'arriver à cet assouplissement de la naturalisation, ce qui va un peu, parce que beaucoup de luxembourgeois, c'était un des arguments clés qui était toujours utilisé. Ah, bah, ils n'ont qu'à devenir luxembourgeois, sachant que c'est long, que c'est compliqué, que c'est pas si évident que ça. Et cette introduction, ou cette re-réduction, parce qu'on était à 5, on est passé à 7, on est revenu de nouveau à 5 années d'habitation, de résidence au Luxembourg. Puis, il faut quand même dire aussi en parallèle, et le droit du sol, donc si tu as des parents étrangers, le fait de naître au Luxembourg, tu peux décider, à 18 ans, tu as alors la possibilité de devenir luxembourgeois. Et je suis d'accord avec M. Baudry, c'était quand même déjà assez révolutionnaire d'avoir su faire passer cela. Et ce qu'il a introduit aussi, je trouve ça sympa, il a augmenté le cours à la citoyenneté, c'est passé de 6 heures à 24 heures. Donc il fallait quand même aussi pour, je pense que c'était un peu le donné, ce qu'il fallait, c'était un peu plus de cours sur la citoyenneté pour rassurer aussi tous les gens qui peut-être étaient sceptiques à ce moment-là. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que, et c'est pour ça que le sujet ne doit pas... Je suis très contente de ce débat ce soir, parce que c'est un sujet qui doit être relancé, c'est clair. On est dans un déficit démocratique. Il y a des gens qui travaillent, qui vivent au Luxembourg, qui payent des impôts au Luxembourg, qui ont des enfants au Luxembourg, qui consomment au Luxembourg, qui n'ont pas le droit de vote. Donc, c'est une forme d'apartheid si 48% des gens qui vivent, qui consomment, qui payent des impôts ici, ne peuvent pas aller voter. Moi, je suis d'accord, à la limite, qu'on mette des conditions, mais voilà. Donc, c'est très bien qu'on relance le sujet qui est aussi, si on donne le droit de vote, eh ben, ça favorise aussi l'inclusion, c'est un facteur important pour l'intégration. Donc, on voit qu'il y a plein d'arguments pour, mais je pense qu'il faut bien préparer le terrain, qu'il faut aller progressivement. Oui, je m'arrête là, j'aurais encore plein de choses, mais je m'arrête là. Voilà, on va passer à Mme Barbara Costi, qui était aussi une troisième partie du gouvernement de l'époque. Je voudrais juste faire une petite parenthèse en disant que je me souviens quand on a adopté la loi sur le vote communal, c'était en 2015, je crois, quelque chose comme ça. La réflexion était plus ou moins la même, c'est-à-dire qu'il y aurait un changement au niveau des majorités, que la participation des étrangers pouvait apporter, chambouler un peu le champ politique de ce pouvoir. Ce n'a pas été le cas, d'autant plus que je crois que 30% seulement sont inscrits sur la liste électorale. Il faut tenir compte qu'il y a la loi sur la nationalité qui intervient. Donc en fait, les étrangers qui ont commencé à voter pour le vote communal n'ont rien changé dans la majorité des différentes communes. Donc c'est-à-dire c'est une peur qui est un peu exagérée, je pense. Et voilà, je laisse la parole à Mme Agostino. Merci, M. Varilante. Moi, je suis évidemment très très contente d'être ici, mais encore plus d'avoir été élue en tant que fille émigrée d'un papa calabrais et d'une maman des Marches au sein du Parlement. Donc pour moi, c'est un grand pas en avant pour toute ma famille que je représente. Mais pour revenir à la question qui a été posée ici, quelles ont été les conclusions? Je pense que nous parlons beaucoup ici d'étrangers qui étaient sous le choc de luxembourgeois, parce qu'ici, nous sommes tous d'accord au sein de cette salle, nous étions tous pour changer les choses. Et vous savez, j'ai pensé aujourd'hui, quand j'étais dans la voiture en train de conduire, je me suis dit, toutes les personnes à qui j'ai posé la question, il n'y en a aucune, des luxembourgeois, qui a répondu être contre le référendum. Et pourtant, il y a bien eu 80%. Et c'est un peu la même histoire quand j'ai posé la question à ma famille en Italie, mais qui a voté Giorgia Meloni? C'est pareil, personne n'a voté Giorgia Meloni, mais pourtant elle est au pouvoir. Et donc la question qui se pose, c'est en même temps cette lâcheté que les gens ont de ne pas être francs et de dire mais pourquoi j'ai voté contre les mesures? Est-ce que c'est une sorte de peur, comme l'a dit Tilia? Moi, je pense que c'est cette peur de laisser le pouvoir aux étrangers, d'avoir la parole,
et de pouvoir peut-être modifier certaines choses au Luxembourg. Je pense que ça, c'est le plus grand problème. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que les étrangers que je connais, donc qui sont autour de ma famille, bah, ça ne les a pas choqués vraiment. Le résultat ne les a pas vraiment choqués. Si je regarde maintenant les membres de ma famille, Tilly, avec qui j'étais quand même ensemble pendant 18 ans, et elle connaît parfaitement ma famille, le sujet ou la politique au Luxembourg, ça ne les intéresse pas vraiment. Et moi, je vous dis, pourtant, je suis députée maintenant, et les sujets auxquels tourne à table encore aujourd'hui, c'est la politique en Italie. Donc, ces gens-là sont tout à fait, du moins ma famille, même si je fais partie d'un parti, ils sont complètement déracinés. Et ils n'ont pas de lien direct envers la politique ou ce qui se passe ici dans le pays. Si moi, je n'avais pas connu, je le dis sincèrement, parce que je dis à répétition, si je n'avais pas eu la chance de connaître Tilly, qui m'a ouvert cette porte au monde de Luxembourg avec la culture et la politique, non mais Tilly, c'est vrai, tu le sais, donc je n'aurais jamais eu accès à m'intéresser à la culture luxembourgeoise. Et je pense que ça, c'est le plus grand défi. On peut avoir 1000 campagnes, 1000 débats politiques. Vous aurez, ici, si je regarde la salle, je vois toujours les mêmes gens assis. C'est toujours les mêmes qui sont intéressés et c'est toujours les mêmes qui sont désintéressés. Bon, désintéressés, c'est peut-être un mot fort. Je vous donne un exemple. Si un samedi après-midi, du moins, je prends de nouveau les gens qui m'entourent, ont le choix d'aller au musée ou s'occuper du ménage à la maison, je peux vous dire que les gens que je connais qui m'entourent sont des gens de milieu socialement normal, on va dire, ben, ils vont s'occuper de leur maison. Ils n'ont pas le temps d'aller au musée ou de s'occuper de la politique parce qu'ils ont bien d'autres problèmes. Et ce que moi je suggère pour qu'on avance un peu à les intéresser au Luxembourg ou au ce monde politique, c'est pas qu'eux viennent vers nous, mais c'est que nous on aille vers eux. Hein, la piste de pétanque, souvent, où on retrouve un groupement de personnes, mais aussi dans les cafés. Parce que les ouvriers, les hommes que je connais, eh ben, c'est au café qu'ils discutent de leurs problèmes, ou c'est là où on peut les atteindre. Et je pense que c'est ça le problème. La paire de ciseaux est trop grande entre les gens qui font la politique et ceux qui ne se sont pas intéressés, respectivement ceux qui ne comprennent pas réellement ce qu'on fait. Voilà. Merci. Je vais passer maintenant à David. Parti de l'opposition à l'époque. Qu'est-ce que vous en avez retenu Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, de ce résultat? Donc nous, évidemment, on était en faveur de l'élargissement du droit de vote. Personnellement, le jour même où j'ai appris que la décision avait été prise de mener ce référendum, j'ai eu un nœud au ventre, parce que j'étais profondément persuadé que le non allait l'emporter. Pas à tel point, pas à 80, mais dans les 50, etc. Et je sais que beaucoup de gens, y compris à l'Asti, etc., étaient extrêmement sceptiques. Et je me suis demandé, est-ce que peut-être les gens de la coalition, est-ce qu'ils comprennent véritablement ce qui se passe dans la population parfois, parce qu'ils ne sont pas découplés. Alex Baudry a dit tout à l'heure, ça peut paraître étonnant, mais moi ça ne m'étonne pas non plus, et je le savais aussi que au sein de l'électorat aussi bien socialiste que le nôtre, il y a environ 50% des personnes qui étaient opposées au droit de vote des étrangers. Alors on peut l'interpréter de différentes manières. On peut l'interpréter, on peut dire que c'est un rejet raciste, etc. Je pense que c'est se faciliter un peu trop la vie, je pense que c'est un peu plus compliqué. En effet, l'argument, souvent avancé par beaucoup de personnes, y compris jusque dans mon monde très proche, on va dire, c'était de dire que mais il suffit tout simplement d'être luxembourgeois et puis on peut voter. Point final, c'est pas si compliqué que ça non plus, enfin ça dépend pour qui, il y en a qui pensent que c'est compliqué, d'autres moins, mais bon voilà, c'était souvent ça l'argument. Ce que je pense, c'est qu'il y a un sentiment dans la population, et c'est pas qu'au Luxembourg, de dépossession démocratique depuis des décennies. C'est-à-dire que la plupart des personnes ne croient plus, et à juste titre probablement, dans le système représentatif politique dans lequel nous vivons,
qui est en crise historique et qui probablement ne sera plus comme il l'était, puisque les régimes politiques ne sont jamais éternels. Il faut juste espérer qu'ils soient encore plus démocratiques. C'est ce que moi j'espère en tout cas. Parce que pour moi, le régime parlementaire n'a jamais été la panacée de la démocratie. C'est une étape historique dans la démocratie, mais ça, il faut espérer et travailler pour que ça aille plus loin. Et donc, je pense que c'est ça. Et puis, surtout dans un petit pays, beaucoup de Luxembourgeois se sont dit déjà aussi, bon, parce que c'est le même phénomène qu'ailleurs, même quand on va voter, en fait, finalement, on a toujours les mêmes politiques, plus ou moins, donc ça ne change pas grand-chose. Et donc, ensuite, ce qui nous reste encore un petit peu, c'est le droit de vote. Alors, évidemment, si on l'élargit aux étrangers, ça ne veut pas dire qu'on l'enlève aux nationaux, mais c'est peut-être un sentiment qui a été perçu ainsi. Et ce que, là où je me suis aussi dit, aïe, 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 ça va mal se passer, c'est quand le patronat luxembourgeois, enfin le patronat du Luxembourg, a également s'est prononcé pour en grande majorité, comme ça ils ont fait des initiatives. Et je me suis dit, oh là là, parce que le problème avec souvent les grands patrons, c'est qu'ils sont persuadés d'être populaires. Parce qu'ils ont l'habitude que les gens soient gentils avec eux dans leur entreprise, mais en réalité ils ne le sont pas vraiment. Et très souvent lorsqu'ils disent blanc, ils disent blanc, alors les gens par réflexe, peut-être à juste titre, disent noir. Et donc c'était vraiment comme ça la bourgeoisie qui d'en haut, comme ça, t'explique maintenant, ça c'est un grand progrès. Et très souvent, ça a été porté d'ailleurs aussi par des gens aussi qui ne sont pas forcément des grands bourgeois, mais le Bildungsbürgertum, etc., qui trouvaient ça très bien. Et c'est eux qui ont été d'ailleurs le plus étonnés que ça ne passe pas. Donc on voit quand même, en fait, il faut toujours essayer d'analyser, d'avoir une grille d'analyse de classe. Sinon, on a toujours une grille d'analyse de race, et ça c'est très mauvais. Donc, et c'est la seule qui fonctionne à mes yeux. D'ailleurs, c'est ce que nous on disait aussi, on essayait d'imposer, mais on est petit, d'imposer un autre slogan. Nous on disait, non, ça va être, on veut élargir le droit de vote aux travailleurs. Parce que c'est surtout ça aussi. Les 2/3 du salariat au Luxembourg n'ont pas le droit de vote. C'est un gros problème. Il y a les résidents. Et en plus, tous les frontaliers qui viennent. Bon, évidemment, moi je comprends que les frontaliers ne puissent pas voter au Parlement national, mais il faut quand même bien se représenter ça, que les 2/3 du salariat, c'est-à-dire des producteurs, ceux qui produisent les richesses dans ce pays, ne peuvent pas décider. Et donc ça, c'est un véritable problème. Et nous, on essaie de dire ça. Et on essaie aussi de faire comprendre aux travailleurs luxembourgeois que les gens ne fonctionnent pas en fonction de leurs intérêts nationaux. D'ailleurs, on l'a vu, il n'y a pas des élections communales, il n'y a pas de parti portugais, italien, tout ça. Les gens, ils votent en fonction d'ailleurs de leurs propres intérêts. Donc un ouvrier un ouvrier du chantier portugais n'aura peut-être probablement pas les mêmes intérêts qu'un haut fonctionnaire européen portugais, qui lui a peut-être plutôt côtoyé des hauts fonctionnaires européens, suédois, etc. Voilà. Donc le truc, c'est de dire, si les travailleurs étrangers ont le droit de vote, ça va également renforcer les intérêts des travailleurs luxembourgeois. Et quand on était les seuls à le dire, parce que le problème quasiment, c'est qu'il n'y a plus personne à ce réflexe d'avoir des analyses, très peu dans le monde politique, en tout cas, on a des réflexes d'avoir une analyse de classe. Malheureusement, ça s'est mal passé. Je pense que c'est ça. Ensuite, la campagne du CSO n'a rien fait pour. Qui était particulièrement insidieuse, je trouve quand même aussi. Je l'avais dit au Parlement d'ailleurs à l'époque. Tout le monde n'était pas d'accord au sein du CSO, je le sais également. Mais ça a fait beaucoup de mal parce que c'est quand même un gros parti et puis il a donné raison à l'ADR en fait. Ça c'est le problème, et on en souffre quand même. Merci David. Avant de passer la parole à Maurice Bauer, qui à l'époque sont partis dans cette salle était à l'opposition, je voudrais quand même vous parler de désaffection par rapport à la politique. Je pense que cette désaffection par rapport à la politique, la confiance dans les partis politiques, d'après le sondage que la Chambre des députés, est quand même assez forte dans la population. Surtout parmi les plus jeunes, il y a certainement des efforts à faire là-dessus de la part des partis politiques, surtout, et pas seulement des partis politiques. Je crois que si on veut approcher les jeunes, mais aussi les moins jeunes, de la vie politique, et pas seulement que cette participation se résume à déposer un bulletin dans l'urne tous les 5 ans.
Maurice, donc votre parti était à l'époque à l'opposition. Comment qu'est-ce que vous avez retenu du résultat de ce référendum? C'était la loi, c'était un peu une certaine... Je crois qu'on ne peut jamais se réjouir lorsque un référendum entraîne une seule déroute pour le gouvernement. Il faut dire qu'il faut situer en effet, et Alex Baudry l'a fait, on est en 2015, c'est 2 ans après que le CSP a été évincé du gouvernement, et qu'en effet, il y a quand même encore un certain nombre de gens qui soutiennent le CSP. On le voit d'ailleurs dans les élections européennes qui suivent le référendum, où en effet le CSP a eu un résultat assez bien. Donc, je crois que, contrairement à ce que David Wagner dit, je crois que c'était quand même une belle leçon de démocratie, ce qu'on a vécu en 2015. En fait, c'était pas que les gens en avaient ras-le-bol ou n'y croyaient plus en la démocratie, mais là, en effet, la démocratie a joué. Parce que je crois que ce référendum a été la plus grande erreur politique du gouvernement Bettel 1. Même aussi du Bettel 2, mais là, il n'y a plus eu de questions similaires. Pourquoi? Parce que c'est une thématique qui est beaucoup trop difficile pour être répandue à travers un référendum. Il faut aussi dire, et là évidemment je n'ai pas de preuves, mais j'ai comme l'impression que c'était aussi un essai du gouvernement d'isoler le CSV pour lui coller une étiquette d'extrême droite qui n'est pas du tout le cas. Et où en effet la population a eu aussi ce sursaut pour dire que ce n'est pas le cas, et parce que pendant la campagne on a en effet un peu quand même été mis dans un coin, parce qu'il y avait en effet tout le monde qui demandait, ou beaucoup de personnes qui demandaient de voter le oui. Et là aussi, David a dit que c'était lorsque les patrons ont commencé à se prononcer. Non, je crois que c'était une tutelle un peu que beaucoup de citoyens ont cru avoir, parce qu'il y avait l'Église, les syndicats, les patrons, la majorité, beaucoup d'associations qui sont prononcées en faveur du oui. Et on a un peu tourné ceux qui étaient opposés comme étant en effet les radicaux de droite qui ne connaissaient pas la situation. Et c'est pourquoi je trouve que c'était une très belle leçon de démocratie, et je dois dire, j'étais, comme beaucoup de gens, évidemment aussi effrayé de l'envergure, parce que c'est vrai que, comme Alex Baudry l'a dit, ça a commencé au départ, la campagne, on croyait que ça allait dans une direction positive, ensuite ça a un peu pris, où c'est devenu très très juste, et finalement le jour du vote, on a en effet eu cette déroute. Ce que je trouve désagréable avec le référendum de 2015, c'est que le gouvernement de ce moment a encore aujourd'hui la responsabilité d'avoir créé un gouffre dans la société luxembourgeoise. Cette campagne a été assez douloureuse et on n'a pas encore jusqu'à aujourd'hui, à mon avis, réussi à refaire la blessure qui a été faite à ce moment-là. L'apparition des partis, ou la remontée des partis d'extrême droite, à mon avis, ne favorise évidemment pas une évolution dans la bonne direction, mais je crois que le gouvernement, à ce moment-là, a pris une décision dont il a la responsabilité. D'ailleurs, où il n'a pas démissionné avec 80% de non sur 4 ou sur 3 de questions, on aurait aussi pu se remettre en doute si on est encore légitimé. Et c'est pourquoi je trouve que c'est très difficile maintenant de reprendre ce dialogue, parce qu'il y a eu un tel vote sanction. Aujourd'hui, je crois que la société luxembourgeoise n'est pas encore prête à reprendre le flambeau, ce que plusieurs ont déjà souligné avant moi.
il faut maintenant bâtir peu à peu à nouveau ce sujet pour avoir une meilleure situation. Et je crois que la loi introduite par Félix Braz a certainement été dans la bonne direction et mon parti a pris sa responsabilité en soutenant, en collaborant à l'élaboration de cette loi. Mais j'aimerais aussi dire que, et ça c'était pour moi la preuve que ce référendum a été une grande erreur politique, c'est qu'en matière de nationalité, je crois qu'il faut essayer de partir sur une autre démarche. J'ose dire aujourd'hui ici que si on aurait fait un référendum en 2008 pour introduire la double nationalité, on ne l'aurait toujours pas aujourd'hui, parce qu'il y aurait eu aussi un refus. Comment est-ce que la double nationalité a été introduite? Mais parce que le gouvernement de 2008 a pris les devants, a cherché le dialogue avec les partis de l'opposition pour trouver un consensus. Et lorsqu'on a trouvé un consensus sur les modalités pour mettre en œuvre la loi sur la double nationalité, on est allé voir le Parlement, on a pris le vote, et cette double nationalité est passée sans trop de discussion. Et je crois que c'est ça le chemin qu'il faut faire. Au lieu de vouloir isoler l'un ou l'autre acteur, on aurait mieux fait de chercher un consensus dans la discussion avec les gens pour aboutir à une telle situation. Moi, je vais passer la parole à Serge, parce que l'Asti s'est beaucoup mobilisé pendant la préparation de ce référendum. Mais ceci dit, je pense quand même qu'un référendum est toujours une opération active, parce que il faut le préparer, je crois. Il faut bien le préparer, ce qui a peut-être manqué en 2015. Et je crois qu'avoir recours plus souvent à des procédures de consultation que le référendum n'est jamais mauvais dans ce souci. Serge, donc vous êtes beaucoup mobilisé Et ça n'a pas marché. Mais on était à peu près les seuls à s'être mobilisés. J'ai entendu des choses aujourd'hui avec lesquelles je suis absolument d'accord, d'autres, c'est peut-être tourner l'histoire dans une autre façon, ou voir d'une autre perspective peut-être. Ce qui est clair, c'est que, comme David l'a dit, dès qu'il y a eu information sur la convocation du référendum, on s'était dit, oulala, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils croient qu'ils sont. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y avait une illusion dans les autres sphères des partis politiques qui étaient au gouvernement par rapport à ce qui était la société luxembourgeoise pour soumettre une telle question à référendum. Deux, je pense que c'était effectivement une énorme erreur politique parce qu'on ne soumet pas des droits à des référendums. Et ça, si on parle de principe, et on a parlé beaucoup de principes ici aujourd'hui, c'est effectivement une des erreurs qui pour moi est la plus grosse dans cela. Mais le référendum était là et on s'était dit, on ne va pas, puisque il faut le dire aussi que s'il y a une organisation qui s'est toujours battue pour les droits politiques des migrants, c'est l'Asti, grâce notamment à quelqu'un qui était un socialiste et ami d'Alex Baudry et qui était fondateur de l'Asti, Michel Delvaux, qui a, depuis la fondation de l'Asti, mis ça au centre des préoccupations de l'Asti. Et donc, on s'était dit, on ne peut pas laisser passer comme ça, puisqu'il va y avoir un référendum, il faut qu'on se batte. Mais on était à peu près les seuls à se battre sur lui, au-delà de quelques associations qui se sont aussi mobilisées. À l'époque, le CAI, et pour des raisons qu'on a compris tout à fait, a choisi de se distancer. Les partis politiques étaient pour lui, ils ont fait un peu de campagne, effectivement, mais pas beaucoup, et d'une façon très maladroite. Et il y a eu un tournant pour moi aussi, puisqu'on parle d'histoire. Le Premier ministre à l'époque dit sur les antennes d'RTL que ceux qui sont contre le droit de vote sont des gens stupides, des dictons. Bien évidemment, moi, Luxo, si j'avais des réticences, je me suis dit, je suis stupide, tu vas voir. Après, il y a aussi, et là, j'assume une partie de la responsabilité avec Laura Zuccoli, c'est que quand on a commencé en février tout de suite à organiser, à trouver des salles dans tout le pays où organiser des séances d'information, on n'a pas voulu y aller que avec lui. Et on a cherché des opposants. Et on a trouvé un site internet d'un jeune prof de géographie,
qui avait dans le site internet des arguments contre le droit de vote. Et la démocratie, c'est ça, on peut avoir des idées différentes. Et c'est nous, Laura et moi, qui avons apporté, dans une réunion avec le chef de rédaction de RTL à l'époque, Guy Kaiser, nous lui avons apporté pour dire on veut que ça soit débattu, mais on ne veut pas être que le trop bon, trop con, disons comme ça peut-être, mais bon. Ce qui est clair, c'est que, et peut-être qu'il ne sait pas, mais si M. Kolb a aujourd'hui la carrière politique qu'il a, il le doit un peu à l'ASTI. Anecdote en passant, ce que je crois que c'est important, et beaucoup de monde l'a dit ici aujourd'hui, c'est qu'il y a eu énormément de peur, et surtout les gens de ce mouvement NEV ont joué énormément avec des peurs. Il y a des gens qui ont, comme moi, parcouru des tables rondes, des discussions un peu partout par le pays, et il n'y avait pas un argument qui était mis sur la table de leur côté, c'était toujours les peurs. Un autre élément que je pense qu'il est important de comprendre pour l'analyse qui s'est passé, même si je pense que le plus important n'est pas de discuter ce qui s'est passé en 2015, mais de discuter comment est-ce que nous, société luxembourgeoise, dans un environnement international et européen, où les valeurs démocratiques en général, libéraux ou pas, David, sont mises en question. Pour moi, il est plus important, je pense, de discuter comment est-ce qu'on va dépasser cela et comment est-ce qu'on va faire participer le plus grand nombre. Parce que même si aujourd'hui la question c'est le droit de vote des étrangers, la question du droit de vote des jeunes se pose, à mon sens, autant, même plus, davantage que celle-là. Pourquoi? Parce qu'on vit aujourd'hui dans ce qu'on appelle dans la science politique la gérontonomie, c'est-à-dire qu'il y a un système où les plus vieux, c'est ceux qui votent, et donc on va à l'encontre des intérêts de ceux qui votent. C'est un réflexe naturel, mesdames, messieurs, dans la politique. Et je pense aussi que ce que nous devrons, et peut-être pour parler de comment faire comprendre aux gens au-delà des émotions, ce qui n'est pas du tout évident, M. Baudry, parce que quand on travaille avec les émotions, c'est toujours les émotions négatives qui prennent le dessus sur les émotions positives. Et je crois qu'il y a un argument qu'on va utiliser au-delà de la question d'être un droit et du principe. Et je crois qu'on a aujourd'hui un exemple qui pour moi est le plus clair. C'est la question du logement. La question du logement n'a pas affecté les électeurs luxembourgeois pendant des décennies. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Et aujourd'hui, on se voit au moment où ça affecte tout le monde. D'ailleurs, le Polyindex que tu as cité et d'autres études montrent que c'est la préoccupation principale partagée entre luxembourgeois et étrangers. Aujourd'hui, on est dans cette foutue situation parce qu'on n'a pas pris en compte l'intérêt et les besoins de toute la population, mais simplement du corps électoral. Et si des leçons il y a à avoir, au-delà de celle du référendum, je crois qu'on devrait réfléchir à cela. Qu'est-ce que ça fait pour un pays comme le Luxembourg qu'on ne tienne pas en compte les besoins et les nécessités de tout le monde, mais que de l'électorat. Et là, c'est un exemple parlant. Il n'y a pas juste un danger pour la démocratie, il y a des difficultés pour la gouvernabilité, il y a surtout une question de politique qui vont à l'encontre ou pas des besoins des populations. Et pour moi, au-delà de la discussion sur 2015 qu'on peut avoir bien évidemment, ça m'intéresserait beaucoup plus de comprendre comment on peut aller de l'avant. Et je crois que cet exemple est un exemple qui parle pour soi-même. Si Serge, je retrouve un peu, pour un verre d'eau. Tu sais comment c'est. Parce que tu vas continuer maintenant, parce que la question s'adresse à toi. En fait, le référendum c'était en 2015, donc il y a pas mal d'eau qui est passée sous le pont, il y a l'évolution de l'opinion publique, il y a la loi sur la nationalité, l'ouverture encore plus large du vote au niveau communal. Mais le problème n'a toujours pas été résolu concernant la participation plus grande dans les destinées politiques du pays. D'autant plus qu'il y a une évolution démocratique, une immigration continue. Là, je crois, si vous souvenez seulement 15 à 1 personnes qui arrivent chaque année au Luxembourg, certes, quelques-unes préparent. Donc il faut tenir compte de cette rotation et de cette participation des résidents non luxembourgeois à la vie de la cité, à la vie du pays. Est-ce que vous pensez, Serge, vous avez fait
un sondage il y a quelques mois. Et la question s'adresse aussi aux responsables politiques. Est-ce que vous pensez que cette question pourra être remise sur la table de la participation des résidents étrangers à la vie politique nationale, soit au nouveau référendum, je ne sais pas, mais bien évidemment, le gouvernement peut décider de modifier une loi. Donc, il y a toute une procédure là-dessus, parce qu'il faut modifier peut-être la Constitution aussi. Mais un gouvernement peut avancer là-dessus. Sinon, est-ce que vous voyez d'autres instruments pour améliorer la participation des citoyens à la vie politique nationale? Est-ce qu'il y a d'autres instruments, d'autres possibilités, d'autres choses que vous voyez? Parce que quelqu'un a dit avant que la démocratie, que nous connaissons, que nous avons actuellement, n'est certainement pas la panacée, mais c'était peut-être quelqu'un qui disait que c'était peut-être le moins pire des mal. Mais bien évidemment, c'est une démocratie qui n'est pas à fond, parce que la moitié de la population, sans compter ceux qui sont devenus luxembourgeois par la loi sur la double nationalité et sont nombreux, ne participent pas au destin, ne peuvent pas décider par rapport au destin du pays. Et la deuxième question qui se greffe, c'est la désaffection par rapport à la vie politique. Et là, ce sondage fait un peu peur, surtout parmi les jeunes. Serge, vous avez fait donc ce sondage, tu peux peut-être en parler brièvement, donc peut-être aussi parler de vos propositions. Bien sûr. Donc, pour le sondage, c'est clair qu'on voulait sentir le pouls par rapport à 2015, sachant que, comme il a été déjà dit ici aujourd'hui aussi, les gens répondent d'une façon différente quand ils sont confrontés par un sondage où on lui pose la question, il n'y a pas une décision en soi à prendre, et quand ils sont dans l'isolement de la cabine de vote, peut-être qu'ils le font d'une autre façon. Il est très rare, et ça se passe comme ça dans presque toutes les démocraties, que les sondages, par exemple, pour ce qui est de l'extrême droite, donnent les mêmes résultats que les élections. Les élections, normalement, donnent beaucoup plus de voix à l'extrême droite qu'il apparaît dans les sondages, parce qu'on a un peu honte, peut-être, de dire, ben, au moins ça, mais bon, ça ne résout pas le problème. Pour le sondage qui a été fait, bien évidemment, on est satisfait du résultat, parce qu'il y a une majorité des gens qui se disent favorables. Je ne suis pas sûr que si on organiserait un référendum à nouveau, que les résultats du sondage seraient totalement reflétés dans le référendum. Et je suis convaincu que si on soumettrait ça au référendum aujourd'hui, il y aurait un non, de toute façon. Peut-être pas dans les mêmes proportions, mais il y aurait certainement un non, toujours et encore, d'autant plus que le débat politique, même au Luxembourg, moins que dans d'autres pays, mais même au Luxembourg, il est incliné par les réseaux sociaux, les algorithmes et la façon dont certaines mouvances et certains partis essayent de manipuler ce qui est la vérité. Je crois qu'au Luxembourg, on est encore un peu à l'abri de cela. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, à mon avis, que s'il y a eu le référendum en 2015 avec le résultat qu'il y en a eu, même comme ça, l'ADR n'a pas eu des résultats énormes ou plus avantageux comme ça se passe dans d'autres pays. Mais bien évidemment, il y a des défis énormes. Et les défis vont au-delà, comme je disais, de cette question du droit de vote des étrangers. Mais il y a l'ancien président de la STI, Serge Colvalter, disait quelque chose que j'aime bien citer parfois, c'est que la politique d'intégration et les politiques d'immigration au Luxembourg, c'est un peu comme la procession d'ensemble des Standards. On donne des pas de côté, des pas en avant, des pas en arrière, et on avance très lentement. Et ça, c'est quelque chose que je me suis habitué en tant que migrant moi-même. Je suis venu au Luxembourg, j'avais 25 ans. Et je crois qu'il y a du chemin à faire, et on doit faire step by step, effectivement. On a cité ici aujourd'hui beaucoup la loi sur la nationalité, qui a eu des évolutions avec des avancées et des reculs aussi. Et bien évidemment, on n'a pas encore, dans un pays d'immigration, je trouve scandaleux, un droit de sol plus élevé. On a des raccourcis, je peux comprendre pourquoi. C'est donnons le vent, quand on a fait la double nationalité, dans la loi précédente, il y avait les 3 langues qui étaient possibles, et on a accepté sur le luxembourgeois comme monnaie d'échange pour qu'on puisse accepter la double nationalité. Donc il y a des pas à faire. Pour la STI, il y a plusieurs choses. On continue à défendre bien évidemment le droit de vote de tous les résidents, et on va même
clairement défendre encore le droit de vote des jeunes. Je me permets de le mettre sur la table encore une fois parce que ça me semble aussi important que cette question de droit de vote des étrangers. Et après, il y a d'autres propositions concrètes, comme la création d'une chambre des citoyens. Il y a des années, lors du 40e anniversaire de l'ASTI, nous avions fait un cycle de conférences et nous avions organisé une sur le Parlement citoyen du Parlement régional germanophone en Belgique, qui est un modèle, c'est pas le seul, il y en a d'autres, sur lesquels on peut s'inspirer. Et pas seulement pour les étrangers, parce que de nos jours, messieurs et mesdames les députés, que ce soit au Parlement luxembourgeois ou au Parlement européen, les sociétés ne sont pas représentées telles quelles dans les parlements. Il y a plus d'hommes que de femmes, il y a beaucoup plus de fonctionnaires et de professionnels libéraux qu'il y en a d'ouvriers. Il y en a très peu des gens au Parlement qui sont issus du monde ouvrier, et même ceux qui sont issus du monde ouvrier d'une façon pas totalement directe, puisque plutôt passé par le syndicalisme et ainsi de suite, mais il faut dire qu'il y a effectivement des problèmes, et une des façons de les dépasser, ce serait peut-être cela, mais ce n'est pas la seule. Et bien évidemment, le polyindex que tu cites, et que je crois que monsieur et madame les députés, vous avez eu l'occasion qu'il vous soit présenté et de l'analyser, donne des signaux que déjà le précédent donnait, notamment par rapport aux jeunes, qui sont assez effrayants effectivement, parce que les jeunes, une partie des jeunes, disent clairement « je m'en fous si je vis dans un État autocratique ». Et c'est quelque chose qui est transversal dans les sociétés européennes. Et ça, c'est davantage préoccupant. Et ce n'est pas en mettant de plus en plus de barrières à ceux qui veulent participer qu'on arrivera à renforcer cette démocratie. Mais le défi est énorme et je n'ai pas des solutions. Mais on peut donner des pas en avant et je crois que cette chambre des citoyens, ce serait peut-être un pas en avant. Merci, c'est à Maurice. Donc maintenant, je vais passer à Maurice, puisque maintenant vous êtes au gouvernement. Vous êtes revenu au gouvernement, vous savez, le Premier ministre, la majorité. Donc, est-ce que, je sais que ce n'est pas compris dans votre programme de coalition, mais est-ce que, au sein de votre parti, est-ce que vous envisagez, comme c'est la question que je vais poser à Serge là-dessus, est-ce que vous avez envisagé peut-être des alternatives, des possibilités d'élargir un peu la participation? Il y a un procès supérieur, il y a la loi sur la nationalité, il y a un vote communal, etc. Est-ce qu'on peut aller aussi un peu plus en avant? Je crois que pour répondre à la question, si on veut remettre un nouveau référendum sur le droit de vote, c'est clairement pour l'instant non. Parce qu'on a pris, j'espère, les leçons de 2015 et on ne va pas le remettre. D'un autre côté, Serge en a parlé, je crois que si aujourd'hui l'ADR n'atteint pas des niveaux qu'on voit dans nos pays limitrophes, c'est que les gouvernements successifs précédents ont quand même fait beaucoup de bonnes choses pour faire du Luxembourg, qui est un pays d'immigration, aussi une terre d'accueil où les gens qui viennent de l'étranger se sentent quand même aussi accueillis. Et je crois que mon parti a fait ensemble avec ses partenaires respectifs régulièrement des lois pour améliorer la situation. Et je crois que c'est ça ce dont Sergio a parlé, de ces petits pas. La procession vers Schlemat, où en effet il faut passer par de petits pas. On a réduit les clauses de résidence, on a facilité les clauses de participation aux élections communales, aux élections européennes, on a introduit la loi sur la double nationalité. On a introduit les congés linguistiques pour permettre aux gens d'apprendre la langue luxembourgeoise. On a fait tellement de choses où on a essayé vraiment de faciliter l'accès à la nationalité luxembourgeoise qu'aujourd'hui, je crois que chacun qui vient à Luxembourg n'a plus trop de difficultés pour pouvoir demander soit la double nationalité, soit la nationalité luxembourgeoise. C'est une richesse de ce pays, c'est une chance de ce pays de pouvoir compter sur ces nombreux non-luxembourgeois qui ont fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui.
Je viens d'une ville, la capitale, où nous avons 71% de non-luxembourgeois et je crois que, somme toute, l'intégration se fait quand même assez correctement et la même chose au niveau du pays, je trouve que c'est très bien. Nous devons continuer, si on veut arriver à avancer sur ce chemin, il faut continuer avec ces discussions. Dans une démocratie, il faut toujours se parler, il faut toujours s'échanger, il faut toujours être à l'écoute de l'autre. Et par exemple, lorsqu'en 2023, le gouvernement précédent a introduit la nouvelle loi sur le vivre ensemble interculturel, Mark Spautz a proposé à ce moment-là, par exemple, de faire du Conseil supérieur du vivre ensemble interculturel une chambre professionnelle, comme la chambre des salariés, comme les autres chambres professionnelles. Pourquoi? Mais tout simplement pour déjà aussi permettre à ces représentants des non-luxembourgeois à Luxembourg de pouvoir disposer d'une place institutionnelle dans le débat public, pour pouvoir aussi jouer et faire entendre leur voix. Et je crois qu'il faut en effet continuer sur cette étape. Mais il faut aussi que chacun et chacune de notre côté regarde aussi ce que nous on peut faire pour augmenter encore cette situation. Le CSV a été le premier parti qui a créé en 2008 une section internationale du CSV pour intégrer, pour donner la possibilité aux non-luxembourgeois de pouvoir s'impliquer dans les débats. Parce que ça, c'est aussi un des problèmes. Comment est-ce qu'on veut que les non-luxembourgeois s'investissent dans le débat public lorsqu'ils ne le comprennent pas, lorsque les partis politiques ne font pas l'effort de communiquer dans une langue différente que le luxembourgeois et l'allemand? C'est un des problèmes que les partis politiques ne prennent pas du tout. Chacun des partis est en train maintenant de faire des traductions de leur site internet et de disposer aussi parfois, mais les débats se font quand même normalement dans une langue. Là aussi, il faut travailler dessus pour améliorer la situation. Donc, quelque part, il y a toute une série, un faisceau de possibilités où on peut continuer à améliorer la situation. Et j'espère qu'à la fin de ce processus, on pourra davantage améliorer la situation. Mais je crois que, honnêtement, pour l'instant, si on veut croire en la démocratie, je crois que le délai de 10 ans n'est pas encore suffisamment long pour remettre le sujet aujourd'hui sur table. Voilà. Merci. Merci Maurice. Je voulais juste dire, avant de passer la parole à Mme Agostino, juste dire que souvent on a parlé d'un Conseil national pour l'étranger élu par et on nous a souvent dit qu'on ne veut pas d'une deuxième chambre au Luxembourg qui soit en contraposition à la première. Donc je pense, moi je ne partage pas votre proposition, Serge, parce qu'effectivement, je crois qu'il faudrait plutôt aller dans un autre système de participation. Et par rapport à ce que tu disais, Maurice, je crois aussi qu'il faut se poser des questions comment les partis doivent s'approcher plus des gens. Parce que la désaffection par rapport à la politique est quand même très importante. Je voudrais aussi donc la parole à Mme Agostino, qui est notre partenaire de commission. Qu'est-ce que vous pensez? Pardon? Ah oui. Non, je m'en occupe. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire, Alors, pour améliorer donc, la participation des citoyens à la vie politique? Effectivement, Maurice a déjà dit beaucoup de choses. Ce que je partage plusieurs choses dont il a dites. L'une, c'est que la Chambre de la citoyenneté, ce n'est pas vraiment un sujet actuel au sein de notre parti, malheureusement. Peut-être que ça viendra. Mais effectivement, si on regarde une fois, il y avait 250 000 personnes qui auraient pu voter, donc s'inscrire pour le vote communaux en 2023. Donc il y avait une grande campagne qui s'est faite par Corinne Kahn, à la fois qui était ministre de la Famille, Je peux voter, je ne sais pas si vous vous rappelez, et uniquement 42 000 personnes se sont inscrites. Donc là, il y a vraiment un réel problème, même au sein. Donc quand l'élu,
ce qu'il peut dire, a la chance de s'inscrire, il ne le fait pas volontairement. Et là, je reviens encore une fois à ce que j'avais dit initialement, c'est que malheureusement, on peut faire beaucoup de campagnes, mais il faut qu'on arrive à atteindre ces personnes qu'on laisse au bord, donc, qui n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Parce que c'est pas forcément parce que vous atteignez la nationalité luxembourgeoise que vous faites partie ou que vous sentez que vous appartenez aux luxembourgeois. Parce que beaucoup de gens que je connais ont acquis effectivement la nationalité luxembourgeoise, mais ils n'ont toujours pas ce sentiment d'appartenir à la société luxembourgeoise. Donc là, je pense qu'il y a un grand travail à faire, et surtout dans la classe moyenne que je côtoie tous les jours. Ils se sentent complètement délaissés, non compris par tous les partis politiques. Il n'y a pas vraiment un parti politique où ils se sentent compris, si peut-être, malheureusement encore l'extrême droite. Parce que l'extrême droite a des solutions faciles par rapport à des sujets très complexes. Ils ont toujours des phrases très simples, courtes et compréhensibles, alors que souvent, d'ailleurs je reprends l'exemple de Tilly parce que nous avions toujours des grandes discussions à la maison, et comme je ne suis pas très intellectuelle, alors Tilly, quand elle préparait un discours, elle me disait toujours, je vais lire le discours pour voir si tu as bien compris. Donc, juste pour vous donner un exemple et pour vous dire que effectivement il faut qu'on parle la langue des gens qu'on a devant nous. Souvent, les politiciens, ils ont un discours très très intellectuel, ils utilisent des mots qui ne sont pas compris, et forcément, il y a comme une sorte de blocade qui se fait, et les gens stoppent tout de suite. Et ils disent, ok, c'est pas pour moi, je comprends même pas ce qu'il veut dire. Regardez une fois déjà les sujets des partis politiques pour les élections. Je suis sûre que 3/4 des personnes ne comprennent pas ce qu'il y a dessus. Du moins, je répète, les gens que je côtoie, les gens simples, issus de milieux d'ouvriers. Et donc, je le répète encore une fois, il faut que nous nous approchions de ces gens-là et que nous parlions, que nous essayions de parler leur langue. Et pas que eux essaient de comprendre notre langage. Merci. Donc, je passe la parole à Tilly. Vous êtes maintenant à l'opposition. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est clair que des campagnes qu'on fait, 2 mois avant les élections, c'est pas suffisant. Hein. C'est toujours à ce moment-là qu'on se souvient, moi je parle maintenant des élections municipales, mais aussi des élections européennes, où on a eu, j'avais noté 30 000 personnes non luxembourgeoises qui s'étaient inscrites. C'est en augmentation, plus de 3 780, je cherche les chiffres, par rapport à 2019, donc c'est en progression, mais il faut dire aussi que les 20% de non-luxembourgeois qui ont participé aux élections communales, c'est en augmentation aussi. Mais c'est très long, justement parce qu'on se dit peu avant, oula, il y a des votes que je pourrais peut-être encore voir là, donc on fait une petite campagne, mais ça ne suffit pas. Donc il faut vraiment, pour moi, aussi le droit de vote par rapport aux jeunes, mais en général, le droit de vote, si on veut vraiment, il faut préparer ça à la mode. Il faut d'office et régulièrement, parler la langue des gens, aller près des gens. Et Alex Caudrier et Barbara Agostino ont aussi parlé des émotions. Il faut parler de sujets qui sont proches des gens. Mais bon, je voulais quand même dire une note positive en disant que c'est quand même en progression. Et il faut... Je pense qu'il est très important de garder justement le sujet à l'ordre du jour. Je pense que ça, c'est important parce que le Polyindex, j'ai spécialement aussi regardé celui de 2025, on voit quand même qu'entre-temps, si on compare à 2015, 47% des gens dans le Polyindex sont en faveur du droit de vote des étrangers, il y a 43% contre, et il y en a 10 qui sont indécis. Donc si on prend quelques-uns de 10% encore indécis, voilà, on a une claire majorité alors en faveur. On a parlé aussi du sondage de la CI, là 66%. Donc les choses ont évolué. Il faut rendre à César ce qui est à César, le fait d'avoir lancé ce référendum, même s'il était un peu bâclé, peut-être pas assez bien préparé, peut-être peut-être on était un peu trop sûr de soi, c'était un problème aussi, mais c'était un référendum et les 3 questions
en fait, c'était des questions très progressives sur la limite du temps d'année aussi des ministres, sur le droit de vote des jeunes de moins, la possibilité du droit de vote des moins de 16 ans, plus permettre aux non-luxembourgeois de pouvoir. C'était des votes. Moi, je suis sûre que tout ça, ça arrivera. Donc, c'était peut-être trop précoce, pas assez préparé. Mais voilà, de dire tout simplement, et là je suis avec toute la sympathie pour Maurice, mais de dire tout simplement en disant c'est pas suffisant, mais moi je vous dis, mais 20 ans, 30 ans, si on ne fait rien, n'est pas suffisant. Mais il faut faire quelque chose. On voit que même en faisant peu, on voit que ça augmente quand même les gens luxembourgeois qui seraient prêts maintenant peut-être à voter différemment, mais ça ne tombe pas du ciel. C'est ça que je veux dire. Il faut préparer le terrain, l'éducation politique pour moi va de pair et la sensibilisation politique va de pair avec toutes ces questions-là. Merci, donc on va... Je peux dire une chose. Je voulais juste dire, parce que je regarde... je voulais juste dire qu'il y a des pays qui sont encore plus courageux, moi je trouve. Nous, on a maintenant, aux élections municipales, on a le droit de vote pour les personnes issues du pays de l'Union européenne. Général, oui, c'est général. Mais il y a des pays, par exemple comme la Belgique, où c'était le cas depuis longtemps, l'Espagne, le Portugal aussi. Donc ça va quand même aussi dans ces pays-là, et on n'a pas vu le grand bousculement qu'on avait peur, ni dans ces pays-là, ni au Luxembourg. Je n'ai pas trop compris ce que tu veux dire. C'est par rapport aux citoyens de pays tiers qui peuvent participer ici aussi? Oui, voilà, aux pays tiers. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, maintenant on ne regarde plus ni les années, ni le pays d'origine, ça c'est bien vrai, mais je veux dire que ça s'est passé dans d'autres pays aussi, avec d'autres envergures, et là aussi... il n'y a pas eu de problème. Ça me rappelle toutes les peurs qui sont trigger. Ça me rappelle aussi toutes les discussions qu'il y a eu avant le droit de vote par rapport aux femmes aussi. Hein. On a dit ça va tout basculer. Hein, et on ne va plus pouvoir contrôler qui est au pouvoir si on donne le droit de vote aux femmes. Hein. C'est un peu des questions, des peurs similaires qu'il y avait à ce moment-là. On voit au Luxembourg, au niveau des municipales, au niveau aussi européen, que ça ne s'est pas passé. En fait. C'est ça, pardon. Mais je vais te mettre Oui, effectivement, si on regarde un peu les différents sondages, donc l'opinion publique, enfin, les électeurs luxembourgeois, je ne parle pas de tous les résidents, parce que là, effectivement, du côté étranger, on est beaucoup plus ouvert à cette question du non-enregistrement du droit de vote, mais si on regarde uniquement les électeurs luxembourgeois, c'est quand même beaucoup plus difficile. Le problème, effectivement, comme tu disais, il n'y a pas cette démarche de sensibilisation à la participation, qu'elle soit pour les étrangers, mais aussi pour les luxembourgeois. Effectivement, peut-être que si cette question était prise d'accord avec les différentes organisations politiques et régulièrement remise sur la table, ça désamorcerait des peurs qui sont peut-être dans la fantaisie des gens, mais ne sont pas réelles. Mais bon, ce n'est pas le cas pour le moment. David, qu'est-ce que tu penses? Comment on peut élargir la participation de manière bon. Quand on parle de démocratie, on a tendance souvent à circonscrire la démocratie uniquement au monde politique institutionnel, c'est-à-dire avoir le droit de voter, le droit d'élire ses représentants, d'élire ses dirigeants en fait. Et il y a aussi l'autre aspect quand même, parce que la démocratie, c'est plus large que ça devrait l'être en tout cas. Jean Jaurès disait toujours, le problème, c'est que la démocratie s'arrête à l'entrée de l'usine, par exemple. Dans le monde économique, la démocratie n'existe pas véritablement. Là, on rentre dans un autre régime, c'est-à-dire on obéit plus ou moins à celui qui appartient à l'entreprise. On peut peut-être un peu donner son avis, mais c'est vite terminé. Donc, je pense que c'est quand même là où aussi se joue le gros de la vie des gens, c'est dans l'entreprise, par exemple. Et c'est là aussi où il faut étendre les droits. Et nous, on peut étendre beaucoup plus de droits, c'est-à-dire que les salariés doivent pouvoir décider aussi de ce qui se passe dans une entreprise. Mais il faudra alors aussi discuter
de la question de la propriété qui sera un jour ou l'autre à l'ordre du jour, et le plus tôt possible. Mais par exemple, maintenant, ce qui s'est passé au Luxembourg, la tentative du gouvernement actuel de vouloir virer quasiment les syndicats des négociations des conventions collectives, bon, ça a été avorté parce que la chance d'avoir un gouvernement, enfin la malchance parce qu'ils s'y prennent très mal, donc comme ça c'est très bien, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Mais ça c'est véritablement un problème parce que c'était exactement, ça c'était un des instruments où luxembourgeois dans une entreprise peuvent participer au travers de l'aide des syndicats à modeler leurs conditions de travail, c'est essentiel. Donc il faut aussi parler de ça. Moi j'ai toujours des difficultés quand même quand on considère les étrangers comme une catégorie à part, qu'ils auraient des intérêts particuliers. De l'autre côté, c'est vrai qu'ils en ont même aussi. Il y a des intérêts de classe, mais ensuite, c'est vrai, quand on vient d'un autre pays, qu'on s'installe au Luxembourg, au niveau des langues, au niveau de plein de choses, qu'on soit pauvre ou riche, on peut quand même aussi avoir des choses en commun. Je pense que s'il faudrait... Alors, le droit du sol, ça absolument, il faut avoir un droit du sol radical, mais je pense que il faut réformer à nouveau la Constitution, à nouveau faire une réforme constitutionnelle, sur plein de sujets d'ailleurs. Il y a plein de sujets, le droit au logement, le droit à un environnement sain, etc. Le droit à l'avortement, exactement, mais ça va plus ou moins venir, j'espère, etc. Il y a plein de choses qu'il faut encore rajouter. Et évidemment, je pense qu'il faut s'y prendre différemment. Je pense que d'une manière ou d'une autre, indépendamment de la question du droit de vote pour les étrangers, une réforme constitutionnelle ne peut pas se faire en vase clos. Il faudrait vraiment lancer un grand mouvement dans la population. Alors, on ne peut pas discuter des détails, il faudra fixer des détails, où vraiment un maximum de la population luxembourgeoise ou non, voire même les frontaliers, je ne sais pas, puissent discuter dans des ateliers, etc., qui sont adaptés à tout le monde, parce qu'il faut éviter que ce soit toujours les mêmes qui participent, et qu'on s'y mette, qu'on commence à discuter, peut-être aussi online, je ne sais pas, mais de manière physique, qu'on fasse un véritable processus qui peut durer 1 an, voire plus, où on décide de réécrire une constitution. C'est-à-dire d'inclure, ce que je veux dire, c'est qu'il faut inclure la population. Et probablement avec beaucoup moins de difficultés, on aurait également ouvert le droit de vote aux étrangers par ce biais, et puis on aurait une constitution à plein d'égards peut-être encore beaucoup plus intéressante. C'est des expériences qui ont été faites, je crois, en Islande, mais aussi dans d'autres pays, mais pas en Europe, parce que en dehors de l'Europe, on sait aussi ce que c'est que la démocratie, parfois c'est encore plus intéressant, mais en Amérique du Sud, ça a été tenté avec plus ou moins de succès, et je pense qu'on devrait essayer de faire ça au moins. Si on veut avoir plus de droits, dans le droit de vote, pour les étrangers, mais aussi d'autres droits qui s'appliquent à tout le monde, peut-être qu'il faudrait réessayer ce coup. Mais je ne sais pas s'il y a une volonté politique pour le faire. Donc voilà, et puis... Oui, mais le référendum, c'est toujours problématique quand même. Parce que le référendum, c'est quand même aussi, souvent, c'est ceux d'en haut qui... Enfin, il y a toujours... On pose une question. Moi, j'aimerais bien que la population puisse élaborer des réponses aussi. Et qu'on éclate justement, parce qu'on est dans une démocratie représentative, j'ai dit qu'elle est en crise. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on retourne vers plus d'autocratie, il faut justement aller vers encore plus de démocratie, que donner encore plus de pouvoir aux gens dans plein de décisions politiques. Moi, en tant que député, un de ces 60, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. On ne peut pas, en tant que député, même si on travaille énormément et qu'on est super intelligent, voter en âme et conscience à la place des autres. C'est pas possible. On n'est pas à la place des autres la plupart du temps, et même si on bosse beaucoup, etc., on ne sait pas toujours ce qu'on fait. C'est impossible. Les systèmes représentatifs ne fonctionnent pas véritablement. Et donc il faut aller plus loin. Le référendum, c'est toujours un petit peu tronqué, et puis c'est comme demander, les Suisses l'ont fait encore, enfin un canton suisse l'a fait encore dans les années 90, ils demandent aux mecs, sur la place du marché, si les femmes ont le droit de voter. En plus, évidemment, c'est des Suisses, alors ils disent non. Donc ça c'est pas non. Mais ils ont dit non. Ils ont dit non. Heureusement que le vote a été annulé, que les femmes ont eu le droit de vote, mais c'est sûr que c'est compliqué de demander à d'autres de décider à ta place. Et là, on a demandé aux Luxembourgeois si les autres avaient le droit de vote. C'est compliqué. Ouais.
reste Alex, mais je voulais juste une petite parenthèse. En fait, si on regarde un peu cette étude pour l'index, la participation, que ce soit pour les luxembourgeois ou les résidents étrangers, vient très loin dans les réponses. C'est-à-dire que c'est un peu l'immédiat qui prime, c'est-à-dire le logement, les compagnies, etc. Donc, cette question d'éducation des citoyens à la participation à la politique est quand même très, très importante. Alex, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, il n'y a pas de solution miracle, ça c'est évident. Je crois que le tour de table a montré qu'il n'y a pas de solution miracle, personne n'a une telle solution dans sa poche. J'aimerais revenir sur une chose que Maurice Power a dit, puisque j'ai vécu cela de très très près, lorsqu'on a pris cette décision d'organiser le référendum, qui figurait d'ailleurs dans deux programmes de parti. Ce n'était pas donc si surprenant en tout cas que ça arrivait, mais c'est parce qu'on n'arrivait pas d'avoir un accord avec le CSA. Pendant 8 ans on a discuté. Pendant 8 ans on a discuté de la Constitution. Pendant 8 ans on a discuté et rediscuté la question de l'élargissement du droit de vote aux jeunes, respectivement aux non-luxembourgeois. Ils étaient contre. Ils ne bougeaient pas d'un pouce. Alors, faire le reproche aux autres partis devaient essayer de débloquer la situation, je trouve cela tout de même un peu bizarre, franchement. Donc, on a dû faire ça parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. C'était un blocage absolu. Le veto des critères sociaux à un quelconque changement en l'élargissement aux jeunes, respectivement, aux non-luxembourgeois. Ça a duré 8 ans, cette discussion-là. Pour bonne raison. 8 ans. Donc, c'est le seul moyen, parce qu'on ne peut introduire ce droit de vote que pour les élections nationales, que par une modification de la Constitution. Ce qu'on peut faire encore aujourd'hui, pourrait faire, d'ailleurs mon parti suggère, en ce qui concerne les moins de 16 ans, on pourrait baisser l'âge électoral pour les élections municipales. Ça, c'est une loi ordinaire, et normalement, il y à la Chambre une majorité simple pour pouvoir changer ça. Donc, mais pour le reste, c'est très, très difficile. Moi, dans ma vie politique, j'ai changé d'opinion sur la démocratie directe, et notamment sur le référendum. J'étais toujours un fervent adepte du référendum. J'ai eu des bagarres internes avec Ben Fayot, qui était toujours très sceptique. J'ai toujours gagné dans les congrès, ça figurait toujours dans nos programmes. Et finalement, ayant fait de très près l'expérience des derniers référendums, je vois tout de même les limites de cet exercice. Et la problématique que la réponse ne porte pas tellement sur la question elle-même, mais en premier lieu sur celui qui pose la question. Et puis, les questions sont souvent mal comprises. Donc, c'est très très difficile, et d'où d'ailleurs, finalement, je crois qu'il y a une décision sage, de ne pas soumettre la nouvelle constitution à un référendum, parce que si déjà une question est complexe, une constitution, ça comporte une centaine de questions, au moins. Donc, et là, effectivement, il y a la problématique des additions des votes négatifs pour d'autres raisons, souvent contradictoires, et ça fait, souvent, ça fait tomber dans un tel texte complexe. Je crois pourtant, je reste un adepte de la démocratie représentative, mais je crois que les partis politiques fonctionnent mal. Fonctionnent mal. Et ça va dans le mauvais sens, donc, à mon avis, dans tous les partis, depuis maintenant une vingtaine d'années. Il y a toujours de moins en moins de discussions. On essaie en tout cas de ne pas les montrer à l'extérieur, parce que, effectivement, souvent, la presse, elle joue là-dessus, elle dit ils sont en train de se quereller. Alors que c'est un bon signe de partis vivants qu'il y ait des discussions, mais ouvertement. Mais ça fait que tous les partis se crispent. Normalement, les congrès sont sont des films, selon des scénarios, que ça fonctionne. Et la discussion, c'est une part de moins en moins importante. Je vois pour moi, parti où c'est toujours des débats très très importants. Donc, en tant qu'ancien membre, tu sais comment cela fonctionnait chez nous. Bon, mais maintenant, ça ne fait plus.
Ça ne fait plus. Donc on a suivi en fait d'autres partis qui depuis longtemps déjà essayent de ne pas montrer vers l'extérieur qu'il y a des débats internes, alors que c'est très très important. Donc il faut effectivement ouvrir les partis, faire en sorte que ce n'est pas seulement une information de haut vers le bas, mais que ça remonte également vers le sommet des partis. Et également essayer, c'est pas évident, tous les partis l'ont tenté, c'est ouvrir également les partis aux non-luxembourgeois. Le problème de la langue, très important, bien sûr, évidemment, mais je sais pas, ça, là, on peut encore faire davantage. Personnellement, et mon parti également, on a des doutes sur ces parlements parallèles aux parlements élus. Citoyens tirés au sort. Quelle est leur représentativité? Qui représentent-ils? Eux-mêmes. Ils ne représentent personne d'autre. Ils n'ont de compte à donner à personne également. Et je prends l'exemple de la communauté germanophone en Belgique. Souvent, ces formes-là de concertation, etc., ne sont pas nées d'une demande qui vient d'en bas, mais sont des théoriciens qui les proposent. C'est le cas en Belgique. C'est un professeur de l'université, anti-parlementaire d'ailleurs, qui a proposé cela, et par après, il doit encore faire l'évaluation de son propre projet. C'est très bien, ça c'est très pratique. Mais moi j'ai posé une question. Après une année, j'ai posé la question aux politiques qui étaient pour, parce qu'ils l'ont mis en place. Est-ce qu'il y a une nouvelle idée qui est sortie de ce Parlement qui n'était pas déjà en discussion auparavant? Ils m'ont dit franchement non. Alors quel est l'objectif de tel Parlement? Est-ce que c'est un objectif éducatif pour montrer la complexité, etc., des discussions, la nécessité de trouver des compromis, etc. Mais si c'est vraiment pour avoir une autre politique, c'est souvent raté. C'est souvent raté. Un autre exemple, dans un autre pays, Chili, ils ont élu une élection, un conseil spécial directement élu par les gens pour faire une nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui ont eu la majorité ont imposé leur vue sur tout. Ils ont fait jouer la majorité. Alors par après, le tout est présenté devant les électeurs et ouch, point zéro. Tout le travail qui a été passé, refusé par les électeurs. Tout le travail est tombé à plat. Donc c'est un instrument qu'il faut vraiment utiliser à bon escient. Peut-être une chose, la Constitution révisée, ça a été peu discuté, comporte quelques surprises. Article 80, par exemple, il ouvre le référendum, en fait, à des non-luxembourgeois, puisqu'il n'a pas repris l'ancien texte qui était sous le chapitre de la Chambre des députés, de l'électorat à la Chambre des députés, mais dit clairement, pour le référendum, c'est chaque fois une loi qui détermine les conditions et les effets du référendum. Ça donne la possibilité d'élargir le cercle des personnes qui participent au référendum. Respectivement, ça pourrait également permettre de dire que c'est un référendum décisionnel. Donc il y a beaucoup plus de flexibilité dans le nouveau texte de la Constitution. Et pour moi, le seul moyen d'élargir la participation également des non-luxembourgeois, c'est premièrement d'utiliser d'abord tous les moyens qui existent. Il existe le droit de vote aux élections municipales. On peut se porter candidat. Ce n'est pas limité au droit de vote actif. Il existe pour les chambres professionnelles. Tout d'abord, je dois utiliser ces moyens qui existent. Ils ne sont pas suffisamment utilisés, à mon avis. Si je vois les chiffres, pour moi, c'est extrêmement décevant. Et je me demande même si la plupart des non-luxembourgeois, ils croient vraiment que maintenant l'élargissement du droit de vote, ce serait la panacée. Si je regarde le dernier sondage que tu as cité, il y a une proposition d'améliorer le fonctionnement de la démocratie, celui de l'élargissement du droit de vote pour les élections nationales aux non-luxembourgeois. Parmi les étrangers, il est seulement
plébiscité par 31%. Il vient en dernière position de toutes les propositions. Donc je crois qu'il faut, à mon avis, pas trop se fixer là-dessus. Effectivement, je ne vois aucun parti maintenant dire maintenant il faut faire demain un nouveau référendum sur cette question. Ça c'est évident. Donc il faut, à mon avis, utiliser ce qui existe et effectivement, au niveau communal, c'est déjà possible de faire des consultations populaires où on ne s'est pas lié nécessairement au droit de vote. Donc il y a des possibilités pour avancer. Il y a peut-être effectivement des formes plus ingénieuses encore pour se concerter, etc. Mais là également, je pense que ça doit venir d'en bas. Ça ne peut pas être imposé d'en haut parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Tu permets des réactions? Très rapide parce que je voudrais prendre C'est 2 minutes. Bien évidemment qu'il faut d'abord utiliser, et le CLA et l'ASTI se sont battus pour qu'on abolisse les barrières au droit de vote communal, parce qu'en 92, c'est ce qui s'est passé. On a mis des barrières parce que ça permettait, le traité de Maastricht, de mettre des barrières pour les pays qui avaient plus de 20% de population, et on n'a fait que acter Maastricht dans son entièreté en 2021, quand on a voté, grâce à la proposition des 3 partis du gouvernement et le soutien du CSA, il faut le dire, et du DRN aussi, et des Pirates aussi. Mais bien évidemment qu'il faut utiliser cela. Mais, et vous avez dit quelque chose que pour moi est fondamental, c'est la question des partis politiques. Et Maurice a cité des sections internationales. Moi, je te dis sincèrement, je trouve ça absolument ahurissant qu'il y ait des sections internationales. Encore une fois, c'est la ségrégation. Et je crois que René Zappé vient de terminer avec son speak. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mauvais, j'ai entendu dire, mais je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, je trouve ça que ce n'est pas l'idéal du tout. Il y a cette question de la langue. C'est toujours la même chose. Où on parle, où est-ce qu'on va, c'est toujours la question de la langue. Il faut arrêter avec cela. On a, et c'est la preuve aujourd'hui, dans le monde économique, qui est quand même, comme on aime le dire beaucoup, le moteur de ce pays, tout le monde s'entend. Il n'y a pas de problème de langue. Personne ne parle dans le monde économique des problèmes de langue, ou très peu. Donc, dans le monde politique, on peut le faire aussi. Juste pour dire, et je termine, que bien évidemment la Constitution a ouvert cette possibilité. Mais le droit d'initiative législative, par exemple, qui est possible, il est exclusivement donné aux luxembourgeois. Et il y a encore cet article. Pour moi, c'est un des énormes échecs de cette révision constitutionnelle, le principe d'égalité, qui n'a pas été élargi, comme toutes les démocraties modernes, comme les traités internationaux sur les droits politiques que Luxembourg signe, et on acte dans la Constitution qu'il y a une différence de droits entre citoyens nationaux et étrangers. Et de là, bien évidemment, quand on dit dans le texte fondamental que vous, les étrangers, vous êtes égaux, mais pas tant que ça, on ne peut pas attendre non plus qu'ils aillent se mobiliser et se jeter sur les élections parce qu'on est très bien accueillis et je ne sais pas quoi. Il y a des barrières, il faut les abolir. Ok, merci Serge. Je voudrais, on a encore quelques minutes, même si Mme Metz doit partir à Bruxelles. Non, il n'y a pas de souci. Je voudrais quand même laisser la parole à des interventions du public, donc très rapide s'il vous plaît, donc les interventions, les questions éventuelles. Quand il y avait le référendum, donc il y avait en fait 2 offres politiques parallèles, c'était la modification de la loi sur la nationalité et le droit de vote basé sur la citoyenneté de résidence, donc qui se court-circuitait et finalement avec ce que vous avez dit, donc c'est une loi, une des plus généreuses actuellement, même en Europe, avec le droit du sol, double nationalité, et je pense qu'on sous-estime un peu la réussite aussi de cette loi. Donc il y a 25% des luxembourgeois qui ont la seconde nationalité aujourd'hui, et du coup aussi, ça explique aussi pourquoi le taux d'inscription sur les listes électorales n'avance pas, parce que beaucoup d'étrangers initialement inscrits sur les listes électorales communales ont été transférés sur la liste des électeurs luxembourgeois. Donc on voit très clairement cette progression de l'électorat luxembourgeois qui n'est pas due au fait que les luxembourgeois font plus d'enfants maintenant. Et donc, je pense aussi qu'il y a un article qui n'est pas exploité de cette loi, ou très peu. C'est ce qu'on appelle en luxembourgeois un peu la Bobe-Klausel, c'est-à-dire ceux qui sont 20 ans de résidence au Luxembourg
Et il me semble, mais ça il faudrait peut-être vérifier au niveau du chiffre, il n'y a pas seulement des centaines, mais je pense qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont pas utilisé cet article-là qui propose un accès facilité à la nationalité luxembourgeoise, puisqu'il faut seulement participer à 24 heures de cours de langue luxembourgeoise. Que l'Institut national des langues n'offre pas. Donc l'offre publique de cours de luxembourgeois n'a pas un cours pour ces personnes dans cette situation. Il y a l'une ou l'autre commune qui l'offre, donc on ne peut pas s'étonner. Moi je suis tranquille. Merci. Tout d'abord, merci à tous pour le débat vraiment très très intéressant. Merci à tout le monde. Mais je crois que comme vous avez dit, il y a encore un peu de progrès à faire. Et ce que je vois, c'est pour les élections communales et un peu la critique au monde politique luxembourgeois en général. C'est que effectivement, on voit que le programme, des fois, il est fait 2 mois avant. Et ça se reflète aussi des fois dans certains problèmes. Il y a des problèmes qui sont transversaux dans toute la société, qui est le logement, mais il y a aussi des problèmes qui sont spécifiques aux étrangers. L'éducation, le droit au travail, et je voudrais votre opinion de tous les partis, comment est-ce qu'ils pourraient améliorer le contenu politique pour les étrangers, pour les prochaines élections communales. Ça veut dire plus adapté aux étrangers, ça veut dire en termes de contenu politique. On va peut-être prendre encore une question. Bonsoir. Je constate 2 choses. C'est qu'on parle de luxembourgeois, de personnes qui décident, qui votent et qui ont le pouvoir. Parce que tout se résume, à mon avis, en gros, à cette question de pouvoir. Qui détient le pouvoir? De pouvoir faire ou pas faire ce qui est les lois au Luxembourg. Et je donne un exemple, par exemple, très simple. C'est qu'au lieu d'avoir des émigrés, des étrangers, dans le cadre d'une loi sur le vote communal, pourquoi pas des citoyens qui ont les mêmes droits? Et on commence justement par ça. On fait des campagnes de sensibilisation pour les inscrire quand les luxembourgeois sont inscrits d'office. Déjà, là, on a cette différenciation. Donc, comment voulez-vous qu'ils s'investissent quand c'est des gens qui ne maîtrisent pas les langues, ou très mal quelques langues au Luxembourg, et le luxembourgeois encore moins, et on commence par faire des différenciations, des discriminations dès le départ. Justement, quand on va s'inscrire dans les listes électorales. Ne parlons pas des partis politiques, parce que Serge, je partage tout à fait ton opinion, Serge, qui est dans un parti avoir des immigrés qu'on va consulter et on va prendre en considération ce qu'ils ont décidé ou pas, me paraît complètement ahurissant. Est-ce que vous avez envie de participer à des conférences, à des discussions dans lesquelles on dit on va vous écouter, mais votre avis ne sera pas tenu en compte? C'est un peu ces questions-là. Je crois qu'au lieu de débattre des questions de vote des immigrés, je crois qu'il faudrait à un certain moment faire un peu planer un peu tout ça, de façon à dire on a des citoyens, comment est-ce qu'ils vont pouvoir participer à la vie politique d'un pays? Et je crois que c'est cette question-là qui nous emmène à ne pas avoir d'immigrés, à ne pas avoir de luxembourgeois, à ne pas avoir de je sais pas quoi. Il y a des situations dans lesquelles la participation des uns est importante et d'autres situations où on décide peut-être autrement. Mais oublier et vouloir à chaque fois mettre en opposition des immigrés, des migrants, des étrangers avec les pays, les gens qui ont la nationalité d'un pays, je crois que c'est un peu manque de, d'aplomb et de, je dirais, il y a quelque chose qui me sonne un peu faux dans tout ça. On veut bien, mais vous allez rester un peu à l'écart. C'est ce maintien à l'écart. Je ne suis pas favorable à des questions de, justement, de créer des chambres, de créer des choses. Si après,
on a un pouvoir consultatif qu'on tiendra en compte si éventuellement il y a quelqu'un qui veut bien être le porte-parole de cette question-là. Merci. Encore une question, puis on arrête. Bonsoir. Effectivement, le référendum, c'était juste un instrument pas très bien choisi à l'époque, il y a 10 ans, pour soumettre en plus 3 questions avec une certaine complexité. Effectivement, est-ce qu'aujourd'hui on aurait dû le refaire? La réponse, ce serait le non. Bien évidemment, quand on voit la tendance qui suit l'Europe, une tendance pour aller à droite. Effectivement, on voit, c'est très basique, je sais, mais c'est un travail toujours à faire. On voit que, on prend l'exemple des partis d'extrême droite, ils sont très habiles dans la communication politique, dans les réseaux sociaux. Les partis dits classiques ont toujours un problème à communiquer. Je le vois ici au Luxembourg, étant militant de CSFA, je le vois au Portugal. On essaie d'innover parfois dans l'image, dans le logo, on oublie les messages à qui on s'adresse. Peut-être les chambres des citoyens ont des projets similaires, sont aussi utiles comme il peut l'être la chambre des jeunes qui fonctionne déjà, le Parlement des jeunes. Au Portugal, il y a une initiative citoyenne d'une association, les 230 députés portugais, qui reproduisent les commissions parlementaires. Ils fonctionnent en effet miroir. Donc, ça veut dire que ces commissions ont été formées par des citoyens qui ont postulé pour composer ce même Parlement et on essaie de leur expliquer le fonctionnement de la Chambre. Et ces conclusions, au vu de ces discussions pendant ce mandat, sont discutées avec les députés et c'est le président de la Chambre portugaise qui est un peu le maître de cérémonie de la présentation de ces conclusions. On a un travail aussi à faire auprès des jeunes, même ceux qui arrivent. Il faut oublier, avec 40% d'étrangers, on a des immigrants qui arrivent tout le temps. Et on oublie souvent, les citoyens, les très jeunes aujourd'hui, sont les citoyens de demain. On a toujours du mal à leur parler aux plus jeunes. Il y a des projets, il y a beaucoup de choses à faire encore dans la littératie politique, dans la culture politique. C'est un travail de longue haleine, mais il faut le démarrer. Il faut que tous les partis travaillent avec cet objectif-là. Déjà, avec la clarté dans le message. Et oui, effectivement, ne pas divulguer les programmes à toutes les minutes. Il y a tout ce travail de fond encore à faire. Merci. Merci. Donc, il y a quelques éléments de discussion. Donc, adapter les programmes aux besoins plus spécifiques des étrangers, la discrimination pour l'inscription sur la discrimination entre l'inscription sur la liste électorale, mettre en opposition les uns les autres, ou encore la réflexion de Sylvain concernant mieux profiter des méandres de la loi sur la nationalité. Et puis, effectivement, donc, ce que disait Custodio Portasio, donc de s'inspirer peut-être vers certaines choses qui se font dans d'autres pays. Qui commence? Simple pour rappeler une chose, donc si effectivement certains partis ont créé une section spéciale pour l'étranger, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étrangers qui participent aux sections locales du parti. C'est un choix. Ou bien ils peuvent choisir de participer aux sections locales, ou s'il faut être plus à l'aise dans la section internationale. Donc ça c'est un choix, donc on n'essaye pas, aucun parti n'essaye d'enfermer en fait les non-luxembourgeois dans une section nationale pour étrangers. Et d'ailleurs, pour mon parti, d'ailleurs c'est une composition mixte, il n'y a pas que des étrangers dans cette section nationale. Donc, ça fonctionne en parallèle, donc l'un n'exclut pas l'autre. En ce qui concerne cette inscription d'office sur les listes électorales, le Luxembourg a un petit problème dans la mesure où nous avons le vote obligatoire, qui en principe est sanctionné pénalement. En principe, je trouve un scandale que les partis n'osent pas aborder cette question. Ils ont maintenant décidé de l'inscrire même dans la Constitution, alors qu'auparavant c'était seulement dans la loi électorale. Ils ont inscrit le vote obligatoire dans la Constitution et ils n'arrivent pas à faire revivre un système de sanctions adapté. Je crois que celui qui existe est très ancien
À l'époque, j'ai étudié cette question parce que je voulais foncer là-dessus. En Australie, par exemple, il y a des gens à avertissement taxé comme ça. Ça fonctionne automatiquement. Chez nous, il faut faire un procès. Il faut faire un procès. Donc, ce qui a amené la Belgique, comme nous, à ne plus rien faire depuis maintenant 50 ans. C'est pas bon. Heureusement, les gens ne le savent pas. Sinon, on aurait une participation moindre. Je suis certain. Je suis tout à fait certain. Donc, c'est un petit problème lorsqu'on veut inscrire quelqu'un qui n'est pas national pour une obligation qui, en fait, est une obligation qui concerne les nationaux, qui n'est pas vraiment de sens pour les non-nationaux. C'est une problématique. Deuxièmement, il y a une discrimination. Vous parlez de discrimination. Il y en a une. C'est que le luxembourgeois qui s'est une fois inscrit, qui a été inscrit, il ne peut plus sortir de la liste électorale. Alors que l'étranger peut à tout moment dire « Oh, je vote à une élection, puis je décide non, je ne veux plus figurer sur la liste électorale, la prochaine fois peut-être je vais de nouveau le faire. » C'est également une discrimination. Il faut dire que ça a échappé à l'époque au Conseil d'État. Est-ce que je peux poser quand même une question par rapport à ça? Parce que ma peur, c'était pas le droit de vote, absolument pas. Et ma peur, c'était, on donne le droit, puisque l'Europe impose que le non local, enfin le non luxembourgeois dans notre cas, ait la possibilité de se désinscrire. Donc c'est une règle européenne. Mais la peur que moi j'avais, c'est si justement, à cause de cette discrimination, est-ce qu'à ce moment-là, juridiquement, un luxembourgeois aurait pu invoquer la discrimination pour arriver à abolir l'obligation de vote? Non, parce que le droit international de Luxembourg prime le droit national, même la Constitution. Moi, je voudrais vous demander d'être un peu rapide, parce que par après, il y a le vin d'honneur offert par la Chambre des salariés, juste avant la salle, et si vous souhaitez, vous pouvez toujours vous inscrire au Publix pour recevoir vos informations. Maurice? Je voulais simplement répondre aussi par une anecdote que j'ai eue. J'ai eu un ami qui travaillait avec moi, qui était français, qui voulait s'engager dans mon parti. Alors j'ai cherché comment est-ce que je peux le faire adhérer. Le problème, c'est que dans aucune des sections de mon parti, en tout cas, on a une tradition d'écrire ou de communiquer en français avec les membres, parce que c'est un parti populaire où le luxembourgeois, l'allemand est la langue véhiculaire. Donc comment est-ce que je peux faire? Et c'est pourquoi, à ce moment-là, j'ai demandé au président de mon parti de créer le CSO international, parce que je me suis dit, au moins, c'est une porte d'entrée dans mon parti, où les gens peuvent commencer à s'intéresser, à s'investir dans les débats du parti. Ensuite, évidemment, qu'ils aillent dans les sections locales, mais le problème, c'est que les sections locales ont souvent le problème qui est un problème du Luxembourg. Parce que vous dites, en effet, ne pas discriminer, mais c'est vrai que c'est difficile, parce que si vous venez au Luxembourg, dans tous les grands pays, vous êtes forcé de vous adapter à la langue de ce pays, parce que sinon vous ne fonctionnez pas, vous ne pouvez pas faire. Ici, nous avons cette chance que quelqu'un qui parle français, qui arrive au Luxembourg, peut se vivre sans aucun problème. Celui qui parle anglais peut vivre sans problème au Luxembourg, celui qui vient d'Allemagne peut vivre sans problème. Mais le problème, c'est que la langue véhiculaire des luxembourgeois est quand même le luxembourgeois. Donc, et il sera quand même très très difficile de demander aux luxembourgeois de ne plus parler que de français ou allemand ou anglais. Déjà, quelle langue on choisirait, mais de toute façon, c'est totalement impossible. C'est pourquoi il y a automatiquement une discrimination à ce niveau-là. D'autre part, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, par exemple, la ville de Luxembourg, normalement, si mes informations sont bonnes, et elles devraient l'être, lorsque je m'inscris en tant que nouveau citoyen à la ville de Luxembourg, on me demande, est-ce que vous souhaitez vous inscrire sur la liste électorale? Ce qui est pour moi quelque chose, un grand progrès, parce que là, on réussit vraiment à permettre aux gens de leur offrir tout de suite la possibilité. Souvent, les gens viennent quand même de pays où ils n'ont pas l'habitude du droit de vote et de l'obligation du droit de vote. Et surtout, ils ont un problème, parfois aussi, c'est tout simplement pas voulu. Et c'est pourquoi, en effet,
je trouve l'inscription d'office est parfois quand même assez difficile. Et en effet, je crois que les communes font quand même beaucoup d'efforts. J'ai entendu ce soir qu'on commence seulement 2 mois avant les élections. Ça, c'est quand même dépassé. Aujourd'hui, les partis et les communes font quand même des campagnes tout au long d'une mandature pour sensibiliser les gens au fait de s'inscrire. Je crois que ça, ce n'est plus le cas. On intensifie évidemment les efforts dans les 6 mois ou l'année qui précède les élections. C'est vrai, mais de toute façon, souvent les gens ne s'intéressent pas non plus à l'actualité politique avant qu'il y ait un programme électoral, avant qu'il y ait des informations disponibles. Voilà. Excusez-moi, est-ce que les impôts se posent ces questions-là? Est-ce que les impôts, au bout de 6 mois dans un pays, vous êtes obligé d'avoir une résidence et vous êtes imposable dans ce pays. Ils ne se posent pas ces questions-là. Bon, de toute façon. Oui, je vais essayer de faire le tri parce qu'il y a tellement de choses. En Irlande, juste pour prendre monsieur ce qu'il a dit, effectivement, ce qui devrait être déterminant, ce ne devrait pas être la nationalité, mais effectivement où on réside. Et d'office faire partie alors d'une communauté où on décide ensemble sur ce qui se passe. Bon, je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Premièrement, la question était comment faire en sorte que dans les élections communales, le contenu corresponde vraiment aux besoins. Moi, quand même, je continue à rêver au moins d'une société où on y aurait plus de référendums, plus de pétitions, plus de consultations publiques, plus d'ouverture aussi de la politique. Au Luxembourg, c'est assez révolutionnaire. Maintenant, on filme certaines commissions qu'on peut regarder. On est loin de l'idée, je dois dire que le Parlement européen est un peu plus loin, où pas seulement on peut regarder online, mais on peut venir s'asseoir dans une commission, on peut suivre les plénières. Pour nous, c'est d'office, et ça facilite aussi l'intérêt pour la politique. Donc, comment vraiment, à travers une écoute authentique, je pense, que ce soit à travers des consultations, que ce soit par rapport à des pétitions, donc qu'on prenne au sérieux les demandes effectivement formulées, qu'on écoute que ce n'est pas nous qui décidons s'il y a une section spéciale internationale, mais qu'on écoute est-ce qu'il y a la demande de cela qui est vraiment là, et il se peut effectivement que pour certains ce soit important, pour d'autres ils se sont peut-être d'autant plus exclus. Mais je trouve que la question je regarde Ludmila qui va être maintenant notre nouvelle conseillère communale dans la ville de Luxembourg. Je trouve que dans les petites sections, il y a toujours quelqu'un qui fait un peu la traduction, mais je voulais quand même aussi pointer la STI et remercier la STI qui, dans toutes nos grandes conférences, nos congrès, garantit la traduction. Donc, vous il y a toujours possibilité de réduire vraiment les barrières. Et puis, ce que je trouvais très intéressant, ce qui a été dit aussi ce soir, c'est vraiment, il faut de nouveau une Streitkultur, une culture vraiment à discuter, à ne pas être d'accord, et ça manque aussi. Donc, je pense qu'un rôle important est vraiment dans comment nous organisons Allez, ça commence à la maison, puis la crèche, l'école, comment le politique commence partout. Donc vraiment de donner aux gens le sentiment, et pas seulement le sentiment, mais tu peux intervenir, tu peux participer, tu as un droit de vote, tu as un pouvoir de décision. Et ça commence très très tôt. Donc pour moi, un élément clé restera toujours l'importance de la formation politique, de l'éducation politique. Et alors, oui, plus tard, on pourra avoir des référendums plus réguliers. Je suis d'accord avec Alex Rodri qui est un peu sceptique maintenant, mais je rêve quand même d'un futur. Il ne faut pas lâcher ça, qu'on a une société où les gens ont de nouveau envie de politique, s'intéressent à la politique, et ça commence très tôt, où on peut communiquer cela. Quelqu'un d'autre qui veut intervenir ou... La donneur. Je vous remercie.